Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette émission Entretien. Entretien va essentiellement aujourd'hui parler du professeur André Lourouma et de la fondation qui a été créée en sans mémoire. Vous le savez peut-être déjà que cela fait 17 ans depuis le 1er juin 1995, depuis que cet homme de science quittait la terre de ses hommes. Et après lui, ceux qui sont venus après lui ont eu l'idée, notamment Patrick Lourouma, qui est administrateur de la fondation qui porte le nom de ce vaillant homme de science et qui travaille dans le domaine de la santé. Avec lui, nous allons parler de cet homme de science, mais aussi de la fondation qui porte son nom. Et ce soir, nous recevons, comme je l'ai dit, Patrick Lourouma. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tansi. Voilà, nous parlons de la fondation Lourouma, mais avant tout d'abord du professeur André Lourouma qui est décédé le 1er juin 1995. Qu'est-ce que le commun des mortels, surtout ceux qui ne l'ont pas connu, peuvent savoir de lui? Je crois que merci encore une fois de me recevoir sur votre plateau. Je crois que le souvenir le plus marquant qu'on peut avoir de cet homme, c'est la science, l'amour de la science, l'amour de son pays et l'amour de l'autre. En fait, c'est un homme le professeur Lourouma est quelqu'un qui a milité très tôt pour que l'Africain et le Congolais en particulier soient à même de montrer de quoi il est capable, montrer au monde de quoi il est capable. Et donc déjà très tôt, il a pu exprimer ses capacités, son talent dans ses études. Il a étudié effectivement, pour faire un peu d'historique, il a étudié bien sûr en RDC parce qu'il est né, il est né au Sud Kivu. Il a fait ses études primaires et humanitaires au Sud Kivu. Ensuite, il est allé en Europe, en Belgique en particulier, où il a fait de brillantes études de médecine à l'Université catholique de Louvain, et dont il a obtenu un diplôme, donc une spécialisation en immunologie et un doctorat, donc spécialisation en immunologie. Et donc les professeurs d'université, voilà, il a fait sa thèse, excusez-moi si on peut faire la télé, il a fait sa thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain. Et cela, en fait, ce qui est assez remarquable à noter à ce moment-là, c'est qu'il a présenté sa thèse de doctorat une année après avoir obtenu sa spécialisation. Il faut comprendre qu'en général, les études de médecine, vous terminez votre spécialisation et puis vous commencez un cursus de 5 ans, 5-6 ans pour avoir votre doctorat. Mais en fait, en une année, il a pu obtenir aussi sa thèse de doctorat. Donc, vous comprenez qu'il menait les deux en parallèle. C'est pour prouver la capacité de... Oui, justement, je comprends un peu. Ce fut véritablement un homme de science, mais quel est son parcours professionnel sur le plan? Vous savez, quand même, 17 ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 17 ans n'aura aucune idée de lui. Au Congo, qu'est-ce qu'on peut retenir comme ce qu'il fut sur le plan professionnel? Alors, donc, le professeur Lourouma, à l'obtention de sa thèse, est revenu en RDC. Et il était le premier immunologue congolais. Il a travaillé aux cliniques universitaires. Il a été chef de service de médecine interne. Ensuite, il a été médecin directeur général des cliniques universitaires de Kinshasa. Par la suite, il a été responsable de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est une institution publique qui est spécialisée dans la recherche, sur les différents traitements, sur les plantes, sur les pratiques traditionnelles. Et bien sûr, il a fait des recherches qui l'ont mis qui l'ont mis sur la conscience sur la conscience nationale en fait. Et je parle en particulier des recherches sur le sida, qui l'ont beaucoup fait connaître, mais aussi ce qu'on dit beaucoup moins sur la trypanosomiase, qui est la maladie du sommeil, également sur la malaria, donc le paludisme, et sur différentes formes de cancer. Alors, en ce qui concerne le sida, la première fois que le grand public a entendu parler du professeur Lourouma, c'est lors de l'annonce mise au point d'un test de diagnostic rapide sur le sida. Et il faut vous rappeler qu'à l'époque, pour savoir si on était atteint ou pas par le sida, ça pouvait prendre des jours, si pas des semaines. Alors lui, il avait mis au point une méthode qui permettait de savoir dans la journée
quel était votre statut, si vous étiez séropositif ou pas. Et donc c'était la première grande action ou grande action qu'il a pu poser, qu'il a fait connaître qu'il a positionné dans le secteur scientifique et particulièrement dans le domaine du sida. Voilà, on se souviendra longtemps de cet homme de science, effectivement. Aujourd'hui, vous, qui êtes ses descendants, vous avez décidé de l'immortaliser à travers une fondation. C'est depuis quand qu'elle existe, avant même que je vous demande ce que vous êtes en train de réaliser comme activité? Non, bien sûr. En fait, je ne suis pas seul, je ne vais pas me jeter des fleurs, je ne suis pas du tout seul. Nous savons, c'est beaucoup de personnes qui ont été touchées par son œuvre, par sa vision, qui ont décidé effectivement qu'à sa mort, qu'il n'était pas possible de laisser cet héritage finalement national et africain, de partir comme ça sans trace, de partir en fumée. Et donc, des amis à lui, des collaborateurs, des collègues, et la famille bien sûr, donc ma mère, mes frères, ma sœur, avons pensé qu'une des choses qu'on pouvait faire, c'était effectivement créer une fondation qui puisse perpétuer sa mémoire, mais non seulement perpétuer sa mémoire, parce que je ne crois pas que c'est juste ce qu'il voulait, parce que c'était quelqu'un de très humble, de très modeste, les gens qui le connaissent pourront en témoigner, donc il n'aimait pas vraiment les trop de caméras sur lui, mais je crois que c'est quelqu'un qui aurait aimé, plutôt que son inspiration puisse motiver d'autres talents, d'autres vocations. Oui. Alors, donc l'idée de la fondation, c'était ça, c'était le souvenir, perpétuer la mémoire, mais aussi pouvoir donner des moyens à d'autres jeunes chercheurs d'exprimer leurs talents finalement, hein, de pouvoir travailler dans les domaines qui les passionnent et surtout pour pouvoir aider une nation qui a de tant besoin d'obtenir les moyens de son développement. Voilà, la fondation Luruma existe depuis quand? Elle existe donc, en fait, donc le concept, comme je vous dis, c'est à sa mort en 95, mais avec les procédures administratives et légalisation, notarisation, tout ça. C'est en 96 officiellement que la fondation a été créée effectivement. Alors la particularité de la fondation, c'est qu'elle a été créée sur les lieux mêmes où le professeur Luruma détenait un laboratoire, donc où il faisait ses recherches. Et donc, pour vous situer un peu, c'est sur l'avenue des Mandariniers, donc c'est pas loin de l'ISC, pour ceux qui connaissent, donc l'Institut supérieur de commerce. Et donc, c'est sur les bases de son laboratoire même qu'a été créée la fondation, le siège de la fondation est établi. Alors, quels sont les axes, quels sont en fait les secteurs d'activité de la fondation? C'est vrai que vous êtes beaucoup plus dans le domaine de la santé, mais quels sont les axes que vous exploitez dans ce domaine? Ben, écoutez, c'est assez simple. En fait, nous avons décidé, comme nous parlons de perpétuer, de pérenniser la mémoire du professeur Luruma, donc les choix étaient assez simples finalement. Hein. Donc on s'est basé sur les recherches que lui il faisait, les secteurs pour lesquels lui était intéressé. Oui. Et donc en l'occurrence, je pense au sida, comme j'ai dit, la trypanosomiase, la tuberculose, la malaria. Toutes des maladies tropicales finalement, ou en cas qui touchent particulièrement nos pays. Donc l'approche, c'est l'approche de la recherche, essaie de donner les moyens à des jeunes chercheurs de pouvoir travailler sur la question, d'où on a gardé le laboratoire et on essaie de le moderniser pour le mettre au standing international. Nous avons aussi bien sûr un aspect sensibilisation, diffusion de l'information. Alors ça c'est à deux niveaux, parce que vous pouvez diffuser l'information au niveau du public pour induire des comportements adéquats par rapport à certaines problématiques. On parle du grand public, hein, vous et moi, mais ça peut être aussi de la communication vis-à-vis des dirigeants, des responsables, qui eux ont ce pouvoir politique même de décider d'affectation de certaines priorités, de certains choix clairs dans la politique de santé. Et dans ce cadre-là, justement, la Fondation Luruma a un partenariat avec le ministère de la Santé. Nous avons une convention de partenariat avec le ministère de la Santé. Je crois que c'était quelque chose de très important pour nous, parce qu'il ne faut pas travailler nécessairement contre l'État, mais ou en dehors de l'État, mais il faut être avec l'État
Mais, pouvoir faire avancer les choses. Bah alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir depuis que vous fonctionnez, parce que les recherches, c'est vrai, je sais que les recherches ont beaucoup de difficultés dans le pays, faute de financement. Il y a déjà quelques recherches qui ont été réalisées par votre fondation, et si oui, lesquelles? En fait, quand vous dites quelques recherches qui ont été effectuées, bon, je ne sais pas si c'est la bonne façon de présenter la chose. Les recherches sont perpétuelles, donc les recherches sont perpétuelles. Donc oui. La question est peut-être quel résultat obtenu. Oui, oui. Bon, comme vous le savez, la recherche, ce n'est pas nécessairement, quelque chose qui se fait sur le court terme. Vous pouvez travailler sur un sujet, et travailler 10 ans dessus sans avoir de résultats exploitables, comme on peut dire. Hein. Ça, vous avez des petits points qui vous font avancer, mais ce n'est pas un résultat que vous pouvez exploiter particulièrement. Donc, au point où nous en sommes, nous n'avons pas encore fait de grandes découvertes ou des découvertes majeures qui puissent influencer, l'évolution des différentes maladies dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire par contre, c'est que la volonté y est, que les compétences y sont, et que maintenant le problème auquel nous sommes confrontés, dont vous avez fait mention tout à l'heure, c'est vraiment un problème de financement. Hein. Ça, il ne faut pas se voiler la face, parce que la Fondation particulièrement finance sur fonds propres, c'est-à-dire que c'est les membres, c'est les libéralités, c'est les dons. Alors, ce n'est pas comme on pourrait le voir dans d'autres pays, je pense à la France ou ailleurs, où l'Institut Pasteur, vous avez un budget 40-50% financé par l'État lui-même, hein, au-delà des activités qui peuvent être plus ou moins lucratives, du genre consultation médicale, analyse et tout. Ce que nous faisons également, le laboratoire, nous faisons également des analyses ouvertes au public. Et nous faisons aussi des consultations médicales pour pouvoir justement couvrir nos principales charges, entre autres pour la recherche. Mais vous comprenez que ce n'est jamais suffisant. Donc il faut vraiment un effort soutenu des responsables politiques. Là, je les interpelle vraiment. Parce qu'on a tendance à vouloir à se tourner directement vers des bailleurs de fonds étrangers, qui sont les bienvenus, bien sûr, mais je pense que la responsabilité première est au niveau de nos gouvernants, qui doivent se rendre compte que s'ils veulent obtenir les moyens de leur développement, de notre développement à tous, ils doivent s'impliquer. C'est des choix. Voilà, il faut s'impliquer. Maintenant, on en vient à ce projet que vous avez mis en place, toujours à travers votre fondation, le projet 1, 2, 3 SIDA. Qu'est-ce que c'est? Ok, le projet 1, 2, 3 SIDA, c'est un projet qui nous est venu assez sur la base d'un constat, en fait. Hein. Le constat, c'est que l'information sur les modes de transmission, sur les traitements, sur les disponibilités, sur les façons, les comportements par rapport au SIDA est finalement très lacunaire. Nous avons beaucoup de campagnes de sensibilisation, nous avons des campagnes médiatiques et tout, mais quand vous sondez un peu, vous parlez, vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de lacunes. Et j'ai évolué un peu dans le secteur de télécom. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne pourrais pas prendre mon téléphone un matin, appeler quelqu'un, une structure, peu importe, et qui puisse me dire clairement, voilà, vous avez telle préoccupation, voilà la solution, voilà ce qui se passe, voilà comment vous pouvez agir par rapport à ça, voilà les comportements à risque. Je dis, pourquoi ça n'existe pas? Alors, à partir de là, j'ai fait un peu de recherche, et nous nous sommes rendus compte qu'il existait, en plus, il existait certains services de ce type-là, certaines organisations, certaines ONG l'ont fait, mais de manière finalement assez restreinte. C'était assez ciblé, par exemple, par rapport à leurs membres, des associations de femmes, ainsi de suite. Et la technologie d'aujourd'hui nous permet justement maintenant de dépasser ce stade-là. On n'a pas besoin d'être aussi focalisé sur un petit groupe. On peut atteindre beaucoup plus de gens. Et donc ce qu'on appelle finalement la révolution des NTIC, hein, nouvelle technologie d'information et de communication. Et aujourd'hui, vous avez en RDC, je pense, presque partout, le pays est presque couvert partout. Vous pouvez dans le coin le plus reculé et vous pouvez avoir accès à un téléphone, hein, un GSM ou autre. Et donc je me suis dit, voilà, si on peut diffuser un message qui est d'office personnalisé, parce que c'est vous et moi la personne qui est au téléphone, donc c'est personnalisé, si on peut arriver à diffuser ce message-là, peut-être que l'impact sur le taux de prévalence, sur les comportements, sur
l'accessibilité au traitement pourrait être beaucoup plus efficace. Et donc c'est ainsi que cette idée d'abord de ligne téléphonique m'est venue, mais ensuite, le 123, vous avez pas 1, 2, 3. Pourquoi 1, 2, 3? L'idée, c'était de dire, les lignes téléphoniques en général d'information, c'est de longs numéros. On n'a pas tous le moyen de retenir tous ces numéros. Et puis je pensais à toutes ces personnes qui peuvent être analphabètes, ma grand-mère, nos grands-parents, des gens qui n'ont pas nécessairement accès à toute l'éducation, mais qui peuvent avoir accès à un téléphone. Il faudrait trouver un moyen de rendre le numéro facilement mémorisable, okay, et en plus que je puisse atteindre, qu'il puisse être utilisé par le même réseau, enfin par tous les réseaux, pardon, par tous les réseaux. C'est ainsi que j'ai contacté, nous avons soumis, la Fondation a soumis un projet au niveau de l'autorité de régulation des postes et télécoms, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont compris la vision que nous avions. Nous avons sollicité un numéro qui s'appelle 123. Pourquoi 1, 2, 3? Parce que l'1, 2, 3, c'est comme compter jusqu'à 3, c'est assez simple. D'abord, c'est court, c'est simple. C'est en termes marketing, entre guillemets, j'ai fait une formation dans le commerce et tout. En termes marketing, c'est un message qui passe plus facilement. Oui. On retient plus facilement. Donc 1, 2, 3, c'est la facilité, c'est facile à retenir, c'est l'accessibilité. Donc l'idée, le concept même derrière cette ligne, c'est l'accessibilité. Très bien. Et donc voilà. Alors maintenant, le code est là, 1, 2, 3, et comment ça s'opère, comment on le fait pour avoir l'information? Alors voilà. Donc nous avons donc, après avoir obtenu le numéro 1, 2, 3 au niveau de l'autorité de régulation, l'étape suivante, c'était de mettre en place effectivement la structure proprement dite, donc le centre d'appel, le call center en bon français, comme on va dire, le call center. Alors nous avons disponibilisé, en fait, aménagé un local au sein de la fondation même, hein, au siège de notre fondation. Nous avons disponibilisé un local, nous l'avons aménagé. Et nous avons donc, c'est quoi principalement? Vous avez un poste d'ordinateur, téléphone numérique, casque d'écoute. Et donc l'idée, c'est de pouvoir offrir un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça va être assez coûteux, et donc ça ne sera pas nécessairement dès le début parce qu'effectivement il y a un problème d'adaptation au départ. Alors ce que nous faisons donc, c'est permettre, vous avez votre téléphone, vous appelez, vous tombez sur un opérateur, un répondant, un écoutant, comme nous les appelle, un écoutant, et vous posez vos questions. L'idée, c'est de pouvoir l'avoir en plusieurs langues, c'est-à-dire en français, bien sûr, mais aussi dans les 4 langues nationales, parce que le projet est une envergure nationale. Donc, on voudrait que ça puisse être en Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo. Les dialectes, les langues vraiment locales, on y pensera peut-être un peu plus tard. Mais déjà, c'est ça, les quatre choses. Le call center n'est pas encore opérationnel, il faut que je précise, il n'est pas encore opérationnel. Donc, pour le moment, nous sommes en procédure de recrutement du personnel qui va travailler, donc les fameux écoutants. Après le recrutement,